Bienvenue à cette première édition de Crypto Day. Je suis Cyril Armange, directeur général adjoint de Finance Innovation. Nous sommes vraiment heureux de cette première édition. On est parti d'un constat assez simple au sein de Finance Innovation. C'est la multiplication de projets basés autour des technologies blockchain. C'est l'institutionnalisation de nouvelles technologies, la blockchain, qui constitue en fait un catalyseur de changement profond au sein des services financiers. À partir de ce constat, on s'est décidé de se positionner. Il était important aujourd'hui de positionner Paris, la France, sur cette technologie, sur ce mouvement, et justement de créer des lieux de socialisation. L'idée, c'est de faire rencontrer les acteurs de la finance traditionnelle et ces nouveaux acteurs de la finance digitale qui seront présents tout au long de cette journée. Donc vous l'avez bien compris, autour de tables rondes, autour de keynote, autour de regards croisés, l'idée justement c'est de montrer les nombreux cas d'usage, les nombreuses applications qui existent autour justement de cette technologie. Vous le savez, Finance Innovation, c'est le cluster de la finance digitale et des fintech. On accompagne les entrepreneurs et pour nous aussi c'est important de mettre à disposition un ensemble de moyens qui permettent d'accompagner ces entrepreneurs dans ces nouvelles technologies, dans ces nouveaux usages autour des NFT, du métaverse, de la tokenisation, de la DeFi. Et c'est pour cela qu'on a deux choses aujourd'hui à vous annoncer. La première, c'est à partir du mois de septembre, le lancement de la filière DeFi au sein de Finance Innovation, donc avec l'ensemble des acteurs de la place, que ce soit des associations de place, les institutionnels, les banques, les startups, les investisseurs, les incubateurs, les accélérateurs comme Station F, justement, c'est de réunir l'ensemble de ces acteurs pour aujourd'hui avoir une représentation fidèle et surtout écouter le marché, cartographier, sourcer l'ensemble des projets innovants et faire en sorte justement de créer des relations comme on a l'habitude de le faire au sein de Finance Innovation. Et puis, le deuxième point, et je vais introduire Christophe, c'est le lancement de l'Observatoire du Métaverse en fait. Nous sommes associés justement à cette initiative. Et Christophe, je te propose de nous rejoindre pour nous présenter un petit peu cette belle initiative que nous lançons ensemble. Merci à toi. Merci Cyril. Je suis ravi d'être parmi vous pour l'ouverture de ce Crypto Day aux côtés de Pauline Adam-Calfon de PwC. Alors effectivement, on est fiers de vous annoncer la création d'un observatoire du métaverse du nom de MetaOps, que vous retrouverez sur le site metaops.io, cofondé par le pôle Finance Innovation. C'est un centre de recherche mondial qui va traiter non seulement des problématiques des entreprises, mais aussi des gouvernements et des citoyens, dont le but est l'étude des opportunités et des nouveaux modèles économiques liés au développement du métaverse et de ces nouveaux usages liés à la blockchain, évidemment, aux NFT, aux cryptos. L'Observatoire publie des notes de recherche et des guides autour de 9 thématiques clés qui vont au-delà des opportunités économiques. On va parler d'illettrisme 3.0, on va parler de souveraineté dans le métaverse, on va parler également de l'évolution de l'homme connecté vers le transhumanisme, des problématiques extrêmement intéressantes qui seront aussi abordées au cours de cette journée. À l'occasion de sa création, l'Observatoire lance une grande opération pour les décideurs économiques et politiques qui s'appelle NFT for Decision Makers. L'objectif, c'est de remettre des NFT qui vont se faire la promotion de l'innovation du pays aux décideurs politiques, aux membres de comités exécutifs, de conseils d'administration, via également une courte formation, de façon à les aider à penser le futur du métaverse. Je vous souhaite une très bonne journée et je passe la main à Pauline Adam-Calfon après une courte vidéo.
Merci Christophe pour ce super projet. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous justement pour en savoir un petit peu plus. Cette journée sera animée par Blueen en fait. Blueen, tu peux venir. Et un grand merci à toi. Et j'en profite pour remercier également les équipes de Finance Innovation pour l'organisation de cet événement. Pauline, tu peux nous rejoindre. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour animer cette journée qui, j'espère, répondra à nombreuses de vos questions. Donc, on a un programme assez chargé. Donc, sans plus attendre, j'accueille Pauline Adam-Calfon, associée en charge de l'activité blockchain et crypto chez PwC, pour la suite de l'intro. Ça va, vous avez de l'énergie? Ouais, bon, tout va bien. Donc, je suis Pauline Adam-Calfon, je suis associée chez PwC, France et Maghreb, et donc je lead les activités crypto, blockchain, mais maintenant il faut dire crypto, blockchain, Web3, métaverse. On a fondé un blockchain lab en 2017 et on est aujourd'hui à peu près 400 personnes dans le monde. Bon, c'est un truc très intégré, c'est bien, c'est comme la blockchain. Et je ne sais pas si certains d'entre vous suivent ce sujet depuis quelques temps, mais rappelez-vous, finalement, il y a quand même des tendances qui sont clés et que je voudrais juste vous partager. Cyril en parlait dans l'introduction. Et je pense que ça va faire un petit résumé de tout ce qui va être échangé finalement pendant cette journée du Crypto Day. Ça, c'est pour moi le résumé des 5 grandes tendances qu'on a aujourd'hui autour de la crypto. Premier point, en fait, si vous voyez en haut à droite, il y a un truc qui est vraiment, vraiment chouette, c'est que depuis ces derniers mois, finalement, on a l'entrée d'institutionnels, de grandes entreprises qui s'emparent du sujet. Alors, ce slide-là, je l'utilise, je le mets à jour assez régulièrement. Il n'y a pas très longtemps, les institutionnels et les entreprises qui étaient là, c'était uniquement des acteurs, grosso modo, uniquement des acteurs des services financiers. Et là, vous voyez, il y a des Dom Pérignon, des Gucci, voilà. Donc, ce qui est super, c'est qu'avec les NFT, le métaverse, on voit que finalement, ça s'infuse en fait dans l'ensemble du tissu industriel. La deuxième tendance, c'est la DeFi dont parlait Cyril avec le lancement finalement des groupes de travail sur la DeFi au sein de Finance Innovation. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps aussi, ça, c'était 2 mondes qui ne se parlaient pas trop, entre les entreprises en haut et les acteurs de la DeFi. Puis il y a eu un événement il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, avec notamment Société Générale et donc un acteur de la DeFi qui se sont mis à travailler ensemble. Et en fait, on voit des bridges qui sont en train de se passer. Et ça, c'est un signe, finalement, que le sujet devient de plus en plus mature. Le troisième point, mais il est caché derrière les canapés, mais peut-être que vous voyez, pour ceux qui sont en haut, le titre, c'est qu'on a des pure players qui prennent vraiment de l'importance. Et ça, c'est important pour l'écosystème au sens large, parce qu'on montre que c'est plus simplement des machins dans un coin. On a des vraies licornes et on peut être super fiers, parce qu'en France, on a des super entreprises. Évidemment, on peut penser aux super levées de fonds qu'il y a eu, à des Ledger, à des Sorare, mais de façon générale, des Coinbase, etc. Le quatrième point, et on va en parler évidemment aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le cadre réglementaire. Parce que pour que ceux-là, ils viennent de façon rassurée, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire qui se mette en place. De point de vue comptable, juridique, fiscal, et il y aura une table ronde justement qui en parlera. Puis le 5e point, qui est quand même pas des moindres, c'est quand même l'entrée des monnaies numériques de banque centrale. Et ça aussi, finalement, vous savez, il y a toujours l'éternel débat, les banques centrales, on est contre les crypto-monnaies. Ouais, on est contre les crypto-monnaies, mais il y en a un paquet de banques centrales qui travaillent pour mettre en place des monnaies numériques de banque centrale, que ce soit des projets de cadrage ou des expérimentations. Et d'ailleurs, on a établi un baromètre l'année dernière qu'on a actualisé pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, qui rank que ce soit les monnaies numériques en wholesale ou en retail. Donc ça, c'est quand même 5 tendances qui montrent que le sujet commence à devenir mature. Et au milieu, il y a un truc qui devient aussi très important, c'est l'impact ESG de tout ça. Et là aussi, Finance Innovation vous a réservé une jolie table ronde sur le sujet tout à l'heure. Je crois que c'est fin de matinée, milieu de matinée. Alors, Cyril m'a dit qu'il faut que ce soit un peu pédagogique quand même le truc. Alors,
nous, on fait beaucoup d'études, parce qu'on travaille avec des entreprises. Et on avait publié en 2021 le premier baromètre sur la blockchain dans les entreprises en France. On l'a actualisé en 2022 et je voudrais vous partager quelques grands takeaways. Donc ça, c'est un baromètre qu'on a fait en interrogeant, donc cette année, on a interrogé 140 entreprises. Alors des entreprises qui sont des pure players crypto blockchain, donc des acteurs qui sont dans des exchanges de crypto-actifs, de développement de blockchain, de minage, de tokenisation. Donc ça, c'est des pure players, mais on a aussi interrogé des entreprises traditionnelles. Donc tout ça, ça fait 140 entreprises qui sont toutes issues, encore une fois, de secteurs industriels différents. Et ce qu'on a regardé, finalement, et les grands sujets qui ressortent de cette étude, c'est l'industrialisation. Donc on est maintenant sur des projets qui commencent à s'industrialisation. La rentabilité des projets, parce que c'est super chouette de vous dire que ça va révolutionner le monde, mais concrètement, ça rapporte quoi ? On a pu observer la montée en puissance des cryptoactifs dans les entreprises, et puis la pluralité aussi des solutions blockchain. Et ce que les résultats de cette étude mettent en exergue, finalement, c'est que finalement, il y a un caractère incontournable de la blockchain et des cryptos aujourd'hui. Et la question, c'est plus pour ou contre, c'est quand et comment. Alors, peut-être la première chose que nous révèle cette étude, et c'est pour moi vraiment une chose essentielle, c'est que la blockchain, elle crée de la richesse. Voilà, ça, c'est établi. Il y a des chiffres qui sont en appui. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 61% des entreprises qu'on a interrogées qui sont des entreprises traditionnelles, qui nous disent « oui, maintenant on commence à avoir suffisamment de recul sur les projets qu'on a mis en place et ces projets créent de la richesse ». 61% de ces entreprises. Pour les pure players, c'est 53%. Alors on pourrait se dire comment ça se fait, mais c'est parce qu'on en a beaucoup, et puis des pure players qui se créent tous les jours, donc ils n'ont pas encore eu les ROI. Et surtout, il y a un truc qui met tout le monde d'accord, c'est que dans le monde, parce qu'on a interrogé des entreprises en France, mais on a comparé aussi dans le monde, 99% des entreprises qui ont mené des projets blockchain nous disent qu'elles veulent conserver les niveaux de budget qu'elles allouent à la blockchain et aux cryptos, ou qu'elles veulent les augmenter. 99%. Et pourquoi finalement elles tirent enfin profit des investissements ? Parce que ça, c'est quand même la première... c'était vraiment pour moi la chose essentielle qui sortait de cette étude. C'est parce que maintenant, elles arrivent à faire la différence entre les cas d'usage un peu bidons, et c'est pas grave, mais c'est normal, quand on démarre, quand on apprend... ah tiens, je m'aperçois que j'ai le même code couleur, orange, super, je me sens moins seule. Donc elles se rendent compte maintenant, elles savent vraiment faire la différence entre les vrais cas d'usage, c'est-à-dire ceux sur lesquels on est sur du transactionnel, multipartie, où il y a des intermédiaires qui vont créer de la valeur sur de la transaction, où on a besoin de vérifier une information. Voilà, elles arrivent à faire la différence entre ces vrais cas d'usage et les, entre guillemets, faux cas d'usage qui ont permis d'apprendre, donc c'est pas grave d'avoir les faux cas d'usage. Mais donc c'est pour ça qu'elles commencent à avoir des ROI. Alors la deuxième chose que nous apprend cette étude, et je trouve que ça aussi c'est vraiment un signe de maturité, c'est que maintenant c'est les directions générales qui sont les premiers sponsors de ces projets au sein des entreprises. Et ça s'explique en fait de façon assez simple. Et ça nous dit plusieurs choses. Un, pour nous, PwC, ça veut dire qu'on a une absolue nécessité de former, et bravo du coup de faire ces events, les directions générales. Parce que qu'est-ce qu'elles nous disent, les directions générales, en général, pas uniquement celles qui sont qui baignent dedans. C'est que ces sujets, c'est très complexe et c'est abscon. Elles y comprennent rien, pour la plupart en fait. Et donc c'est extrêmement important pour nous de leur permettre d'avoir des décisions éclairées, parce qu'une direction générale, elle est là pour trancher. Donc de les former, de faire en sorte de leur donner des outils. Et les former, c'est pas que sur la tech, c'est sur tous les aspects là, dont je parlais dans l'introduction. C'est sur la partie technologie, sur la partie expérientielle, sur la partie fiscalité, comptabilité, voilà, sur toutes ces matières. Et d'ailleurs, ce qu'elles nous disent, c'est que quand elles ont vraiment compris à quoi ça sert, finalement, la blockchain, c'est-à-dire à avoir des nouveaux modèles d'affaires, on verra des cas d'usage, c'est-à-dire à
optimiser des process, à revoir totalement les expériences pour engager des communautés, eh bien, elles n'hésitent pas à créer des partenariats. Et les partenariats, ce qu'on voit, c'est que les entreprises traditionnelles créent des partenariats sous différentes formes, quitte à faire des acquisitions avec des acteurs, avec des pure players. Et on a vu pourquoi elles les font. C'est parce que justement aussi, elles ont bien compris le retour sur investissement. Ces acteurs-là, ils ont une croissance au niveau mondial, les pure players, qui est supérieure à 50%. Alors juste pour donner des exemples de partenariats, on peut citer Mastercard. Vous avez, je pense, tous en tête le rachat de Mastercard par Mastercard de Cybertrace, donc qui est une solution qui permet de l'analyse de flux crypto. Ou évidemment, vous avez tous en tête Nike qui a racheté évidemment RTK Afta sur la partie, sur les baskets qui sont virtuelles. Et quand on voit la puissance qu'on a sur le M&A, parce qu'on fait un tracking aussi, on suit tous les trackings de M&A en crypto, on voit que sur l'année qui est écoulée, on a eu une croissance de M&A sur la partie crypto de plus de 5000%. Donc c'est absolument énorme. Donc le deuxième point, les directions générales qu'il faut absolument accrocher, et donc c'est super de faire cet événement-là. Alors, on va rentrer dans un sujet qui paraît peut-être pour ceux qui connaissent moins ce sujet complexe. Pour certains d'entre vous, il n'aura absolument aucun secret. Je vais vous en parler en mots simples. On a établi une cartographie des investissements crypto des entreprises. On sait, vous savez tous, que le grand public investit de plus en plus dans les crypto-monnaies, en particulier les jeunes générations, mais pas que. Mais nous, ce qu'on voulait savoir, c'est comment les entreprises réagissent et est-ce qu'elles investissent dans les crypto-actifs et dans quel type de crypto-actifs. Alors, je ne vous ai pas partagé des graphes, mais je vais vous en partager un. Et il va arriver. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une diversification des actifs qui sont détenus. Donc là, en rose, c'est la détention des cryptoactifs par les entreprises françaises qui détiennent des cryptoactifs. Hein. Donc c'est pour toutes celles, la question qu'on a posée, est-ce que vous détenez des cryptoactifs ? Oui, non. Donc pour toutes celles qui ont répondu oui, quel type de cryptoactifs vous détenez ? Vous voyez crypto-monnaie, stablecoin, utility token, NFT, security. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Bon, évidemment, elles investissent tous dans les crypto-monnaies, parce qu'il y en a plein qui pensent que cryptoactif égale crypto-monnaie. Non, crypto-monnaie, c'est un type de cryptoactif. On en a 30%. Donc évidemment, ce qu'on a vu, c'est que les types de crypto-monnaies dans lesquelles les entreprises investissent, c'est les plus connus, c'est des bitcoins, c'est des ethers, c'est des Tezos, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour les grands groupes traditionnels, c'était impensable il y a à peine quelques mois. Et pourquoi maintenant elles investissent ? Il y a deux choses qui font qu'il y a eu un cliquet qui s'est déverrouillé. Le premier, c'est l'arrivée du digital yuan. Je reviens sur mon slide précédent où je vous disais il y a des monnaies numériques de banque centrale qui sont en train d'arriver. Tous les grands groupes, en particulier les groupes qui ont des expositions internationales en Asie, se disent « mais si je veux rester et garder mes parts de marché en Chine, il va falloir que j'accepte le digital yuan qui est en train de se spreader, puisqu'il est déjà dans à peu près 12 provinces. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc nous, on a des directeurs financiers qui nous appellent un peu en catastrophe, mais qu'est-ce que je dois faire ? Donc ils se mettent à acheter aussi des crypto-monnaies, parce qu'ils savent qu'ils doivent apprendre, parce que vraiment, il y a une question de time to market en Asie. Et la deuxième chose, et donc ça fait écho à ce que disait Christophe, c'est l'arrivée du métaverse. Tous les grands groupes se disent il faut absolument que je sois là. Ils n'ont pas forcément encore en tête le cas d'usage. Et grosso modo, dans la plupart des métaverses, la seule façon d'acheter un land, c'est de l'acheter en crypto. Donc il faut avoir des crypto-monnaies. 30% des crypto-actifs qui sont détenus en France, dans le monde, c'est des crypto-monnaies. Alors il reste 4 autres types de crypto-actifs. Le deuxième, c'est le stablecoin. C'est à peu près un quart. Vous voyez, c'est un petit peu moins de 25%. Alors, c'est des tokens. Les stablecoins. Ce sont des tokens dont le cours, en fait, c'est l'avantage des crypto-monnaies, mais sans la volatilité, puisque je ne vais pas parler de l'USDT, mais grosso modo, c'est ça la promesse. Par exemple, en France, puisqu'on est dans un événement français, Cocorico, le Loug,
qui a été émis par Casino notamment, qui est un stablecoin euro. Et donc, c'est vraiment idéal pour permettre des transactions sans avoir le problème de la volatilité. Troisième type, c'est les NFT. Donc, les NFT. Alors, on pourrait faire toute une conf pour en parler, mais donc je vais aller très très vite. Ce qui est génial dans les NFT, c'est que comme c'est non fongible, on est dans un monde numérique où, par définition, tout est duplicable à l'infini. Et grâce aux NFT, on a une solution finalement pour avoir de la rareté. Donc ça, c'est génial de pouvoir monétiser de la rareté. Vous savez que les acteurs qui sont en particulier, on va dire, précurseurs là-dessus, c'est le gaming, c'est l'art, et puis on voit les acteurs du luxe. Je terminerai du coup par le dernier, qui sont les security tokens. Alors les security tokens, ça correspond à des titres financiers. Ça représente que 8%. Pour nous, l'explication, on y croit vraiment et on pense que c'est extrêmement utile et intéressant pour tout ce qui est produits structurés. Et on pense que les 8%, ils vont monter à partir du moment où on aura des marchés secondaires qui seront beaucoup plus structurés. Donc on pense que c'est très prometteur. Je ne suis pas passée sur les utility tokens, il y a un cadre spécifique français. Sachez que c'est un type de token qui permet d'avoir, on va dire, des privilèges, des avantages. Je terminerai parce que je crois que là, on va dépasser les temps en vous remerciant et j'espère que vous allez passer un très bon moment.